avoir un modèle à mettre en place me semble aujourd'hui intéressant. Au niveau de Saham, le fait de nous implanter en assurance a fait que notre petite compagnie d'assurance, qui n'existait sur aucun radar international, a commencé à vibrer sur plein de radars, y compris des leaders mondiaux en assurance, qui ont commencé à nous solliciter pour voir s'il y avait une possibilité de partenariat, des choses comme ça. Ce sont des choses que nous n'avons pas connues, que je n'ai pas connues auparavant. Donc le fait d'avoir plusieurs petites choses, quand vous êtes une compagnie d'assurance au Bénin, au Cameroun et au Maroc, vous n'existez pas sur le radar. Quand vous êtes Sigma de tout ça, et bien comme par hasard, vous passez de l'obscurité à la lumière. Et ça devient des choses intéressantes. En tout cas, on pourra en parler si le sujet vous intéresse. Beaucoup d'intervenants parlent justement de la jeunesse, du manque de ressources, peut-être sur place. On est justement devant des étudiants. Comment est-ce que vous expliquez ce manque de ressources est-ce que c'est véritablement un obstacle très fort aujourd'hui pour vous? Et comment est-ce que vous voyez peut-être un changement dans les prochaines années? Un retour peut-être? Alors déjà, il faut savoir que le Maroc regorge aujourd'hui de qualité. Alors c'est assez complexe à imaginer. Nous avons à la fois des ressources de qualité existantes qui dirigent nos entreprises. Nous avons des femmes dans notre pays qui sont impressionnantes. La directrice générale de mon groupe est une femme. Et la majorité de mes comités de direction sont femmes. Donc nous avons une présence de la jeune féminine diplômée, expérimentée et parfois de meilleure qualité que nos hommes. Désolé, mais c'est comme ça. Donc nous avons ces ressources-là, mais le développement économique du Maroc aspire énormément de capacités de ressources humaines de qualité. Donc, comme les opérateurs marocains aspirent à des normes internationales, nous avons en permanence besoin de gens formés, qualifiés. Un message pas très gentil à l'égard de mes confrères, mes concitoyens. Je vais vous dire, quand j'étais à l'étranger, je suis rentré au Maroc, j'ai eu l'illusion d'avoir la science infuse. Évidemment, j'ai fait mes études d'ingénieur informatique au Canada, ça s'appelle le continent nord-américain. J'ai travaillé et j'étais vice-président d'un groupe d'assurance dans ce pays. Donc j'avais l'illusion d'arriver au Maroc et évidemment de leur apprendre tout parce qu'ils ne savent rien. Je me mets dans vos chaussures. Partageons ce que nous lisons ensemble. Eh bien, en rentrant, j'ai eu quelques découvertes. J'ai découvert qu'en assurance, je n'avais pas grand-chose à leur apprendre. Qu'il y avait des avancées que je ne percevais pas. Je vous le dis, votre pays avance de façon imperceptible à vos yeux. Et vous avez souvent l'illusion qu'ils sont très sous-développés, que ça ne veut pas dire qu'on n'est pas. Hein. Je ne veux dire pas autant que vous imaginez. Mais dès que vous allez arriver, vous allez voir qu'il y a des gens plus formés que vous, des gens qui sont, les parents des polytechniciens en seconde, des centraliens ou d'autres. Notre pays regorge de ces ressources-là qui ont 20 ans, 30 ans d'expérience avec des expériences internationales. Donc, n'imaginez pas que vous arrivez dans un pays conquis où les expériences n'existent pas. Vous avez des hommes et des femmes qui ont de très belles formations, de très belles expériences. Ceci dit, il faut bien prendre conscience de ça pour ne pas être déçu, pour ne pas tomber comme j'ai fait, parce que je me suis fait mal en atterrissant, parce que j'ai découvert que j'étais vraiment moins bon que la majorité des gens que je croisais qui avaient des postes similaires. Donc il a fallu ramer pour reprendre un peu ma place. Par contre, les possibilités et les places sont invraisemblables. Je n'aurais jamais pu faire la carrière que j'ai pu réaliser personnellement, ni en France, ni au Canada, qui sont deux pays que j'affectionne tout particulièrement, mais parce que les places étaient relativement saturées et les possibilités étaient bonnes. Donc il y a de la place pour vous, il y a de la place non pas uniquement en tant que salarié, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Moi je recommande vraiment de regarder avec beaucoup d'acuité cette piste-là. Et la seule réserve, faites attention à la tombée de l'arbre, mettez le parachute, comme ça vous atterrissez gentiment.
savez qu'il a été question des femmes et que vous êtes la seule représentante, contre moi, mais je ne participe pas, des femmes. Donc, il y en a beaucoup dans la salle, jeunes étudiantes. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? C'est toujours la question horrible, on se dit on est la seule femme, on va me poser une question sur les femmes. La femme marocaine est puissante, ça j'en suis convaincue. Donc que les femmes soient sérieuses, engagées, on connaît tous le sujet. Et moi j'ai moins envie de rebondir toujours sur les femmes, parce que je pense que contrairement à ce qu'on pense, la femme orientale est très puissante parce qu'elle est maîtresse chez elle et elle est de plus en plus indépendante à l'extérieur. Contrairement à ce qu'on pense là aussi, pardon pour les mirages, mais Mouliafid en a déjà fait tomber quelques-uns. Je crois qu'en fait, la femme arabe et la femme marocaine, elle va plutôt bien parce qu'elle est très moderne, elle est très ouverte, elle est la chef de famille, quelque part. Pardon, messieurs, tout d'un coup, ça dégringole pour vous. Et en plus, professionnellement, elle est excellente parce qu'elle s'accroche, elle est bosseuse, elle est... Voilà. Moi, je vous dirais pas combien de femmes, je suis dans un métier dans lequel il n'y a que des hommes. J'essaye de recruter de plus en plus des femmes, même si je leur dis qu'au début, dans une banque d'affaires, c'est pas très facile parce que on travaille énormément et les nuits sont courtes, donc le rythme de vie n'est pas forcément adapté à celui des femmes, parce qu'il faut aussi, et ça je tiens à le dire, à ne pas se transformer en homme. Il ne faut pas qu'on se transforme en homme, voilà. Donc j'ai un pantalon noir, mais j'ai un haut vert, donc il n'est pas question d'avoir mis une veste, voilà. Et c'est important, c'est important. Ah oui, elle a une robe rouge, ça va, elle a une robe rouge. Mais voilà, donc c'est important. Il ne faut pas que les femmes se transforment en hommes, parce qu'il faut que chacun reste à sa place. Mais en tout cas, moi, je crois en effet aux femmes. Je ne suis pas pour la discrimination positive, c'est-à-dire que, voilà, mais en revanche, je pense qu'il faut favoriser, en tout cas au début, faire un tout petit peu de discrimination pour que ça fonctionne, mais je ne suis pas au fond pour la discrimination positive. En revanche, moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Mouliafid Alami sur les entrepreneurs. Parce que ça me semble être très 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 important. Quand on est jeune et quand on sort de ses études, c'est vrai qu'on est un peu balisé, on a plutôt envie d'aller dans une grande entreprise, et le Maroc a beaucoup de grandes entreprises formidables, que ce soit dans le secteur de la banque, de l'assurance, des matières premières, de l'agroalimentaire, où il y a pas mal de grandes et belles entreprises. Mais je crois qu'il ne faut pas hésiter à se lancer dans l'entreprise. Je pense que vous voyez bien ce qu'aujourd'hui, ce dont crève l'Europe, c'est de ne pas avoir assez d'entrepreneurs, c'est de pas assez avoir ce qu'on appelle d'ETI, c'est-à-dire d'entreprises de taille intermédiaire, de PME. Et moi vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, je partage totalement ce qu'a dit Mouliafid, c'est que aujourd'hui, le Maroc est un pays de potentiel. Quand il dit j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait au Maroc, j'aurais jamais pu le faire en France ou au Canada, je pense que c'est vraiment, vraiment vrai. Et encore une fois, si je peux moi aussi aujourd'hui être là sur un plan moins corporate, moins institutionnel, mais plus personnel, je dirais que j'ai un frère et une sœur que j'adore. Un frère qui a fait... il n'est pas marié, mesdemoiselles, donc il a 30 ans. Il a fait l'école des mines. Et ensuite, il a fait l'INSEAD. Et bien, après avoir bourlingué pendant 6 ans en Europe, il m'a dit, mais attends, voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà, c'est un pays qui crève, il n'y a pas de croissance, il n'y a rien à faire. Je pars au Maroc. Et il est arrivé au Maroc depuis 1 an et demi, il est enchanté. Là, il est heureux, il est transformé, il fait du business, il a développé une entreprise, il est en train de monter, comment ça s'appelle, Groupon, au Maroc et au Maghreb, au reste du Maghreb. Voilà, génial. J'ai une petite sœur, ravissante, pas mariée, messieurs, elle a 30 ans. Eh bien, elle a fait HEC, pas mal. Et alors elle a fait le choix de partir à l'OCP. C'est aussi emblématique, fantastique boîte marocaine, emblème international. Voilà, donc il y a de la place pour tous, mais de grâce, je veux dire, foncez, n'ayez pas peur, et là encore, dans un parcours, il faut beaucoup tomber pour mieux réussir après. Monsieur Van der Slik, il me semblait que vous vouliez réagir. Je voulais juste réagir sur les femmes. Le groupe Safran
Et le groupe Safran est présent dans ces 3 métiers au Maroc, aéronautique, défense et sécurité, mais c'est le seul endroit au monde où 70% de son personnel est féminin. Nous embauchons donc nous avons 2700 employés. Et ce qui est... Oui, nous avons fait une journée puisque nous avons organisé effectivement le Women's Forum au Maroc récemment, fin mars. Merci d'ailleurs, Monsieur le Ministre, d'avoir bien voulu co-présider cette journée. Je rejoins tout à fait ce qui est assez intéressant, c'est sur des produits où nous sommes à forte valeur de technicité, le low cost joue peu. Par contre, parce que vous avez, j'ai devant moi certainement de brillants esprits, donc il y a une formation qui est très importante, qui est faite à la fois à l'extérieur du Maroc, mais y compris au Maroc. Mais il y a aussi cette combinaison fort utile avec le caractère culturel et artisanal du Maroc, et notamment sur le câblage. Et là, notamment l'industrie aéronautique, et nous avons 2 unités de câblage au Maroc, l'une Lavinal à Rabat et l'autre qui s'appelle Matisse, qui est une joint venture entre Safran et Boeing, où nous produisons effectivement du câblage qui ressemble un peu à des métiers de tissage. Mais il ne s'agit pas de discriminer, c'est de haute technicité, il y a tout un process qui est fait par les élites, et l'encadrement au niveau des femmes est à hauteur de 35%, ce qui serait un bel exemple, y compris à suivre pour la France. Donc bravo les femmes. On va arrêter sur les femmes. On va plutôt parler justement des entrepreneurs, parce qu'on a pas mal parlé de ça. Évidemment, c'est sur les entrepreneurs notamment qui créent de la croissance. Monsieur Courteni, vous êtes vice-président exécutif du MEDEF International. Les entreprises, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que vous connaissez. Vous avez organisé de nombreuses rencontres bilatérales avec le Maroc, vous connaissez bien le pays. Comment est-ce que vous voyez les perspectives économiques marocaines à l'aune des difficultés que connaissent justement les entrepreneurs, les entreprises françaises aujourd'hui? Très bien. D'abord, moi, je vais continuer sur le registre homme-femme. L'homme est indispensable à la femme et la femme indispensable à l'homme. Et chez moi, je fais très attention de maintenir la parité. Il n'y a pas de raison que ce soit tout d'un côté ou tout de l'autre. Voilà pour cet équilibre important et nécessaire dans notre société, dans la vie des entreprises. Alors, votre question, madame? Bien, tout simplement. Vos perspectives, les perspectives de l'économie marocaine à l'aune des problèmes que rencontrent les entreprises françaises. Bon, alors écoutez, d'abord, les entreprises françaises, elles souffrent comme toutes les entreprises du monde. Le monde se restructure. On rentre dans un nouveau monde. Il y a de nouvelles cartes à jouer, n'est-ce pas? Et c'est dans cette perspective que les jeunes étudiants marocains ici rassemblés doivent se situer. On n'est plus dans le monde traditionnel de l'époque, sur un marché, on investit, on vend, etc. Je voudrais citer 2 points qui me paraissent fondamentaux. Parce que, au fond, le Maroc comme la France, nous jouons pas uniquement dans notre cour marocaine, dans notre cour française, nous vivons du monde. Bon. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Vous avez eu les échecs des accords de Doha, du multilatéralisme, n'est-ce pas? Et se développent à toute vitesse des accords bilatéraux, n'est-ce pas? Qui restructurent le monde, les alliances, n'est-ce pas? Et qui sont d'une complexité extrême pour les entreprises. Alors les grands groupes, par exemple Safran ou d'autres, le groupe de M. Moulier Fidel Alami, ils y arrivent forcément, n'est-ce pas? Mais pour les entreprises petites et moyennes, ça va être nettement plus compliqué de trouver son chemin dans ces nouveaux marchés qui se dessinent. Parce que d'un côté, on dit « Ah ben oui, c'est bien parce qu'un petit pays de 10 millions d'habitants, il a un marché peut-être, en fonction de ses accords bilatéraux de libre commerce, d'1 milliard, mais comme chacun des pays de cette milliard de marchés négocie, n'est-ce pas, l'accès à son marché avec des exceptions, ça devient très sioux, très savant. La deuxième chose, c'est que le financement de nos projets internationaux, de nos exportations, de nos implantations à l'étranger vont être nettement complexifiés par BAL 4, qui est, si vous voulez, les nouvelles règles qui s'imposent aux banquiers, si vous voulez, qui vont devoir
qui vont vous financer. Je donne par exemple, je fais un exemple, jusqu'à maintenant, les projets étaient financés à 75% par les banques et 25% par le marché, et bien bientôt, ce sera 75% du marché, le marché financera 75% de nos projets internationaux et 25% pour les banques. Voilà ce que je souhaitais dire. Donc on est dans un monde chamboulé qui se restructure, vous y avez votre place. Il faut donc anticiper, innover dans votre approche, soyez exigeants avec vos formateurs. La France est moins, je dirais, moins en crise que ce que nous disons nous-mêmes, que ce que la presse veut bien dire, si vous voulez. Quand j'ai des amis étrangers, ils me disent mais comment on peut être masochiste à ce point, vous écrivez sur vous-même des choses atroces qui pourraient inquiéter vos partenaires. Bon, la France subit la crise comme d'autres, n'est-ce pas? Voilà. La France est le 3e investisseur international. Nous sommes un pays de 63 millions d'habitants, nous avons quand même le 3e investissement dans le monde. C'est quand même pas rien. Bon. Nous sommes 1300 entreprises françaises au Maroc, 39 investissements, 39 entreprises du CAC 40, le fameux CAC 40, dont on nous rabat les oreilles souvent, ont investi au Maroc, n'est-ce pas? Donc, et les Français au Maroc sont heureux. Vous sachez, on est heureux, ils sont heureux, ils veulent se développer au Maroc. Alors, maintenant, les perspectives. Je ne dirais pas qu'elles dépendent de la conjoncture de la France, n'est-ce pas? Je dirais, moi je me situe au Maroc, volontairement au Maroc, et c'est ce que nous avons dit au gouvernement marocain. Beaucoup dépend des orientations stratégiques et de la volonté et des choix, n'est-ce pas, du gouvernement marocain. Quel type de développement le gouvernement marocain souhaite donner au royaume. Et alors c'est ainsi que, avec nos partenaires de la CGEM, alors il n'y avait pas M. Moulin-Fid et Lalami cette fois-ci, il y avait M. Rouhani, et lorsqu'il y a eu le nouveau gouvernement, dans le cadre du Conseil des chefs d'entreprise France-Maroc, co-présidé du côté français par Jean-Paul Estement, président de Safran, Jean-René Fourtou, président de Vivaldi, et du côté marocain par M. Eketani, qui a un nom de banque compliqué, alors je dis Atijawa Farabank, mais je suis sûr que je suis à côté de la blague. Bon, mais ça, je vais demander de changer son nom. Et Madame Lamrani Karim, là, bravo pour la parité, nous avons, dès que le gouvernement a été constitué, nous avons sollicité des entretiens, vous vous souvenez, Monsieur le ministre, pour venir vous voir, et on avait 2 questions. On avait la confiance et la continuité. On est venu se parler, on s'est dit, écoutez, bon, évidemment, il y a un changement de politique, changement d'orientation, et il faut que la confiance se renforce entre nous, n'est-ce pas? Et puis, il y a eu les choix stratégiques, il y aura rupture dans le plan, dans les engagements pris par l'État dans le passé, les plans sectoriels, ou est-ce qu'il y aura continuité? Et sur ces 2 plans, sur ces 2 points, nous avons été très heureux d'entendre la confiance, il y avait tout pour avoir confiance, et la continuité, le Premier ministre soi-même et ses ministres ont dit nous sommes dans la continuité, même si sur le plan du gouvernement sans trahir, il y aura deux points importants, c'était une politique sociale plus affirmée et une lutte contre la corruption qui est un vrai sujet dans votre pays. Donc nous avons engagé un mouvement, des groupes de travail au Maroc dans les 8 secteurs stratégiques, n'est-ce pas, que vous avez choisis et que vous avez choisi de développer et de renforcer entre chefs d'entreprise marocains et français. Et nous avons travaillé pendant 2 mois pour aboutir fin mars à une journée tout à fait exceptionnelle où le Premier ministre, M. Benkiran, ses ministres, en particulier le premier desquels, M. Amara, ont dialogué avec les entreprises, ont participé à des groupes de travail pour dire, voilà où on en est au Maroc, dans tel secteur, le capital humain, la logistique, l'offshoring, etc. Et voilà ce qu'on souhaiterait. Oui. Attendez, je termine ma phrase, si vous voulez bien. Et j'ai été très discipliné jusqu'à l'instant. Je ne le suis pas autant quand je suis dans ma vie professionnelle. Et M. Gentilly peut le préciser. Bon, d'accord. Donc simplement, nous avons fait ça, et nous avons une feuille de route que nous aurons avec
si le gouvernement marocain, comme il vous a dit, veut bien continuer dans cette voie, entre entreprises marocaines et françaises, nous allons cheminer ensemble pour voir quels points se sont améliorés et quels points restent en panne. Pour moi, j'ai 3 choses à dire. Une des préoccupations, c'est quand même la compétitivité du Maroc. Le Maroc n'est pas seul, quel que soit son régime, il faut qu'il soit compétitif sur son marché national et il faut qu'il soit compétitif à l'international. Ça, c'est fondamental. La deuxième chose, c'est une autre idée, c'est que le Maroc est le pays du sud de la Méditerranée qui a une vraie stratégie africaine. Et il faut renforcer cette stratégie africaine. Je pense que les entreprises françaises et les entreprises marocaines, nous pouvons faire vraiment des choses tout à fait exceptionnelles au Maroc. Et puis, il y a un autre point, et j'en mettrai un dernier, c'est ce qui me paraît, je suis désolé, moi, ça fait 35 ans que je travaille avec le Maroc, et que chaque année, chaque fois que je vais au Maroc, je l'aime plus. Donc, je considère qu'entre amis, il faut se dire la vérité. Et votre choix, monsieur le ministre, et comme d'ailleurs le précédent gouvernement, c'était de lutter contre la corruption, il faut absolument, c'est la gangrène, si vous voulez. Moi, j'aide quelques petites entreprises à se sortir de mauvais pas. Et pour les PME, c'est très, très étrangère. Je ne parle pas français. C'est très difficile de tomber dans les traquenards, n'est-ce pas? Enfin, moi je voudrais vous dire, jeunes femmes et hommes marocains étudiants en France, d'abord vous nous flattez beaucoup d'avoir choisi notre pays pour faire vos études. Le monde est vaste, vous auriez pu choisir la Chine, les États-Unis et ailleurs. Donc là, sur ce plan, on est vraiment très, très, très heureux. Je voudrais vous dire que chacun d'entre vous est ambassadeur du Maroc en France. Chacun d'entre vous devrait avoir une petite fiche sur soi-même dans sa poche pour dire voilà mon pays, voilà comment il se développe, voilà les secteurs prioritaires, il y en a 7 ou 8 qui sont les fameux plans sectoriels, et vous avez là une mission fantastique, car l'investissement, ça s'en va dernier, l'investissement par beaucoup de la communication, parce que la communication donne de la crédibilité donne confiance, si vous voulez, et la confiance est très liée, si vous voulez, à l'acte d'investissement. Donc vous vous engagez, vous facilitez la place du Maroc dans l'investissement international. Je vous remercie. Monsieur le ministre, sur la compétitivité, la stratégie africaine et la corruption, vous voulez réagir? Je voulais réagir sur un certain nombre de points. D'abord, je voulais dire, Monsieur le Président, que la CGM est maintenant le président, qui est Madame Malika Salah. Donc, l'époque de ce Khalani est derrière nous depuis quelques semaines. Et, bien entendu, la MEDEF avait organisé avec la CGM cette rencontre où plus de 200 entreprises françaises se sont déplacées et qui a été sous la présidence du chef de gouvernement. Et je crois que les messages étaient clairs. Je crois que de part et d'autre, on est satisfait. Et je dois dire sincèrement que les hommes politiques, quand ils se trouvent en face des hommes d'affaires, ils ont quand même une petite peur, parce que les hommes d'affaires, ils vont dans le détail et on est interpellé sur un certain nombre de sujets. Moi, je me rappelle, parce que j'étais sur 2 panels. J'étais sur le panel d'offshoring et le panel de l'aéronautique et de l'industrie automobile. Et ils étaient bien préparés, donc ils avaient vraiment des doléances précises et claires. Et bon, et c'est très bien, ça fait challenger, c'est un grand challenge pour les entreprises. Mais je dois dire, le message le plus important, à mon sens, qu'on devrait peut-être réitérer maintenant, c'est que les chantiers qui ont été démarrés au Maroc, c'est des chantiers qui vont continuer, et très importants. Bien sûr, il va sans le dire que quand on fait des feuilles de route, c'est des feuilles de route, et je reviens à ce que disait tout à l'heure c'est un ami, c'est des feuilles de route qui étaient le fruit d'un partenariat public-privé. Et ça, c'est très important au Maroc. C'est très important. On est arrivé, quelque part, à institutionnaliser cette relation entre le patronat et le public,
Et donc, nous travaillons sous forme donc, de contrats-programmes avec des objectifs, avec des mesures, et bien sûr des résultats, et que chacun devrait avoir sa part dans ce qui se fait. Et c'est très important que ces stratégies, ces feuilles de route, puissent être évaluées, peut-être à mi-chemin, recadrer, rectifier les trajectoires, c'est tout à fait normal, mais la continuité, elle est là. D'autant plus que quand on parle de secteurs aussi importants que l'industrie, comme vous le savez, Monsieur le Président, il est clair que c'est des investissements lourds, c'est des investissements qui durent dans le temps, donc c'est pas quelque chose avec laquelle il faut toujours la prendre vraiment au sérieux. Et je crois que globalement, ce travail qui a été fait entre la MEDEF et le CGM était bénéfique. Je crois que maintenant les Espagnols boitent un petit peu le pas au patronat français, puisqu'ils vont venir vers la fin de ce mois au Maroc, donc avec une délégation aussi très importante. Alors les entreprises françaises au Maroc, ils se portent bien. On parle de plus de 750 entreprises, un stock de 16 milliards d'euros et des emplois. Et je pense que l'expérience française au Maroc, parce que moi j'étais interpellé dans plusieurs pays quand on dit à gauche et à droite, la France, le Maroc, les Français, je leur dis les Français ont une très bonne connaissance du Maroc. Et ça, je pense que c'est un atout pour les entreprises françaises. C'est un atout que d'autres pays qui veulent s'investir au Maroc n'ont pas encore, malheureusement. Peut-être qu'il y a aussi la langue, quand on parle des Allemands ou des Anglais. Quoique nos compatriotes, maintenant, ils parlent anglais un peu plus couramment. Alors, maintenant, bien sûr, il y a certaines expériences qui sont très intéressantes, et je crois que je devrais en faire l'éloge, parce que, vous savez, quand on a démarré le projet des zones industrielles, c'est un projet qui est piloté par l'État, et nous avons voulu avoir des zones industrielles de dernière génération dans laquelle la gestion, c'est une gestion qui est donnée au privé. Je dois vous dire que la chambre de commerce et d'industrie française au Maroc a réussi des très bons projets dans les zones industrielles. Et c'est grâce à cette capacité de gérer, parce que les zones industrielles, in fine, ce n'est pas des terrains que nous allons répartir, mais encore c'est la gestion de la zone industrielle. Quand on revient à ce qu'on faisait dans les années 80, c'était un petit peu notre problématique. Alors, j'ai deux derniers messages, si vous me permettez, madame. D'abord, dire que c'est un message adressé aux jeunes. En fait, les jeunes qui sont formés des grandes écoles, qui sont qualifiés, avec une entrée de CV, n'ont pas de problème de trouver du travail au Maroc, et du travail bien rémunéré. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'interpelle, et je dois vous le dire, j'espère que ça va être compris dans le bon sens, je crois que nous avons besoin d'une génération d'entrepreneurs jeunes. Et ça, c'est très important, parce que moi, je reçois toutes les fédérations, pratiquement du Maroc, dans mon département. Et j'ai l'impression que dans certaines générations, je ne veux pas être sévère, mais certaines générations peinent à aller de l'avant. Moi, j'étais hier au Burkina Faso, il y avait un forum entre la Fenelec marocaine et les amis burkinabés. Il y avait un jeune Marocain, c'est un centralien, qui était en train d'exposer. Au départ, je croyais que c'était un commercial, donc il était en train. Par la suite, j'ai découvert que c'était un directeur de boîte qui a monté toute sa boîte dans des énergies renouvelables. Il se trouve, et tenez-vous bien, que le gars, il a constitué sa boîte et il a déjà recruté, on m'a dit, le chiffre m'a un petit peu quand même semblé un peu trop fort, une centaine d'ingénieurs. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que quand vous prenez un secteur comme le secteur du textile au Maroc, qui emploie quelque chose comme 200 000, et c'est un secteur dans lequel le diagnostic a été défini depuis des dizaines d'années, les gens j'allais dire, ils arrivent à peine à sortir parce qu'il y a quand même une génération qui ne veut plus prendre de risques.